Hey what's up les bergers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci nous allons parler du porte-avions Kouznetsov. Enfin, bon, c'est pas un véritable porte-avions pour les plus fins connaisseurs d'entre vous, je sais, donc pardonnez-moi le titre, on va y revenir. Le navire russe Admiral Kouznetsov n'est pas un porte-avions comparable à ceux employés par les marines de l'OTAN. Il a été mis sur cale au début des années 80 et est aujourd'hui en fin de vie. Navire amiral de la flotte au drapeau rouge, modelé par Sergueï Korskov, il représente assez bien les projets démesurés, résultat de compromis budgétaires, techniques et politiques de l'ère soviétique qui provoquent autant l'admiration que l'étonnement de leurs adversaires. Pour ne pas être associé au symbole de l'agressivité impérialiste des Américains, le porte-avions est ainsi nommé croiseur lourd. Cela leur permet de respecter également la convention de Montreux qui empêche tout porte-avions de plus de 15 000 tonnes de franchir le détroit de Bosphore. L'Ukraine dispose en mer Noire des seuls bassins suffisamment grands pour construire des navires de cette taille. Ceux-ci, une fois construits, ne franchissent le détroit qu'une fois, et ce, toujours sans avion, pour rejoindre leurs flottes respectives et ne reviennent jamais, ce qui ne va pas manquer de poser de gros problèmes pour leur entretien. Pour justifier la désignation de croiseur lourd, l'armement offensif du Kouznetsov est conçu autour d'une batterie de 12 missiles antinavires P-700 Granit de 7 tonnes et de 500 km de portée, surnommé à juste titre les tueurs de porte-avions. Son groupe aérien, bien plus faible que ses contemporains occidentaux, maximum 15-20 appareils, a une vocation principalement défensive. Il est impossible de parler de la flotte russe sans évoquer l'œuvre monumentale de Sergueï Korskov qui, de 1955 à sa retraite, forcée en 1985, a donné à la Russie la flotte la plus puissante de son histoire. Habile politicien, stratège et homme de science, il a très vite compris que la flotte rouge ne pouvait contester la suprématie des carrier group américains, qu'en misant sur des nouveaux types d'armements aux technologies novatrices. Ceux-ci se sont matérialisés dans les nouveaux sous-marins nucléaires, opérant en eau profonde, ainsi que sur les bombardiers à long rayon d'action, capables de lancer, lors d'attaques coordonnées, plusieurs centaines de missiles anti-navires lourds sur les navires de l'OTAN. L'Union soviétique étant principalement une puissance continentale, la mission de sa flotte de surface était principalement la protection de ses sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, indispensables à la mission de dissuasion nucléaire. À la charge des sous-marins d'attaque et à l'aviation navale à long rayon d'action de chasser l'ennemi de l'Atlantique Nord. Pour ce faire, les soviétiques avaient au début des années 80 à leur disposition un ensemble de systèmes de surveillance très sophistiqués, basés sur des satellites radars, optiques et de navigation, pouvant transmettre à tout moment la position de la flotte de l'OTAN, à la nuée de bombardiers, 150 quand même, et aux dizaines de sous-marins soviétiques présents sur zone. La vie des marins de l'OTAN devait être particulièrement intéressante à cette époque. Les soviétiques avaient une approche très mathématique pour résoudre un problème. Pour couler un porte-avions de 100 000 tonnes par exemple, il faut une grosse quantité d'explosifs, arrivant à très grande vitesse. Ils ont donc conçu des missiles de 7 tonnes, soit la taille d'un avion, qui volent entre Mach 2 et Mach 4 selon les modèles. Pour s'assurer les défenses antimissiles, il fallait en tirer au moins 5 par cible, pour un minimum de 100 missiles par attaque. Vive les maths. Seul un porte-avions avait une chance de survivre à l'impact d'un missile de ce type. Tout autre navire aurait été pulvérisé par les effets conjugués de la vitesse et des 700 kg d'explosifs. À titre de comparaison, la charge du fameux missile Exocet français, Cocorico, n'est autre que de 150 kg, tout juste suffisante pour neutraliser une frégate, comme pendant la guerre des Malouines. Le livre de Tom Clancy Tempête Rouge, que je vous conseille ardemment tellement c'est passionnant, écrit en 1986, reste encore aujourd'hui la meilleure description d'une attaque combinée de plusieurs régiments de Tupolev 22, backfight sur un groupe de porte-avions. Les responsables de l'OTAN, qui ne dormaient pas beaucoup à chaque sortie d'un nouveau sous-marin russe, auraient tous eu des AVC s'ils avaient eu connaissance des vraies capacités des armes russes de l'époque. Blindage en titane pour se prémunir contre des explosifs et obus, capacité d'attaque en meute de certains missiles qui pouvaient s'échanger les informations sur les cibles pour optimiser l'attaque. Le Kouznetsov et les Kiev, plus anciens, étaient de ce fait relégués comme des navires de commandement, grâce à leur capacité de défense aérienne, comme je vous le dis 10 à 15 chasseurs. Ils pouvaient défendre avec les croiseurs nucléaires lance-missiles de type Kirov un groupe de surface anti-sous-marin ou une flotte d'invasion pas trop éloignée des côtes russes. L'effondrement de l'Union soviétique en 1991 a stoppé net la construction de l'Ulyanovsk, premier vrai porte-avions nucléaire à catapulte, mais aussi du Vargag, deuxième exemplaire de la classe Kouznetsov qui a été revendu par l'Ukraine à la Chine, qui l'a depuis mis en service. Mais bon, rassurez-vous, je ferai une vidéo vraiment sur les porte-avions soviétiques. Enfin bon, je sais, c'est pas des porte-avions, mais vous m'avez compris. La nouvelle marine russe va déployer à partir de 1995 le Kouznetsov, à plusieurs reprises dans des missions de politique de la canonnière,
finalement très proche des missions de ses collègues de l'OTAN. Grâce à une couverture médiatique bien contrôlée en Russie, ces croisières ont probablement eu des retombées positives pour le prestige des marins et du gouvernement russe, mais elles se sont souvent faites dans la douleur. Sergueï et ses alliés politiques n'ont cessé de pousser la construction de vrais porte-avions avec catapultes, mais ces technologies n'étaient disponibles en Union soviétique ni dans les années 60 pendant la construction des Kiev, ni dans les années 70 pour le Kuznetsov. La classe Kiev ne pouvait compter pour leur groupe aérien que sur des Yak-38 parfaitement inutiles qui n'ont pas laissé un grand souvenir à leurs pilotes, accessoirement. Les Sukhoi 33 et MiG-29 conçus à la fin des années 80 bénéficient des moteurs suffisamment puissants pour décoller d'un navire avec tremplin. Cette configuration, retenue pour la génération du Kuznetsov, ne permet pas un décollage avec des charges lourdes, les limitant donc à des missions RR. Cette absence de capacité de frappe est compensée par la présence de ces 12 missiles anti-navires, sorte d'escadre kamikaze à usage unique, stockés sous le pont, mais qui limitent de fait la capacité du hangar aviation à 20-25 avions. En mer, tout est une histoire de compromis. Pour sa défense rapprochée, il bénéficie de toute la démesure et de l'expertise russe et d'une formidable puissance de feu. 196 missiles à courte portée, 14 tourelles de 30 mm couplées à 32 missiles à très courte portée et 60 roquettes anti-sous-marines. Il est intéressant de le comparer avec notre Charles de Gaulle, qui n'est défendu que par 44 missiles de moyenne et très courte portée, mais qui bénéficie en contrepartie d'un groupe aérien complet et performant, chasseurs multirôles, plus avions radars et hélicoptères, ainsi qu'une escorte très complète, navires de lutte anti-sous-marine, défense antiaérienne, sous-marins nucléaires d'attaque. À part les États-Unis, la France est le seul pays à disposer d'un porte-avions équipé de catapultes. Mais les Chinois ne sont pas loin. Oui, avec le type 003 qui va sortir dans pas longtemps, je vous mets la photo, et ce sera les premiers à avoir des catapultes aussi. La valeur d'une marine est sa capacité à durer, disait un chef d'état-major de la marine française il y a quelques années. Le nombre de jours à la mer est le critère clé pour mesurer la qualité d'une marine. Il résiste de la qualité du matériel, de l'entraînement et de la capacité du pays à entretenir sa flotte. La flotte soviétique impressionne toujours lorsqu'elle est en mer, mais son maintien en condition opérationnelle a toujours été un gros problème dû au manque de chantiers suffisamment qualifiés. En effet, plus elle mettait en service du matériel moderne, plus les périodes d'indisponibilité s'allongeaient. L'entretien des 3 millions de tonnes de navires en ligne en 1985 devenait un problème insoluble. Le déficit de main-d'œuvre qualifiée, qui était déjà un problème avant la chute de l'Union soviétique, est devenu dramatique ces 30 dernières années, et c'est à peu près la même chose pour le secteur spatial, je vous mets en lien la vidéo. Le drame du Koursk en mer en est un des nombreux exemples. Tout cela explique le faible nombre de jours à la mer depuis la mise en service du Kuznetsov et les nombreux incidents dont il a été victime. D'après le Pentagone, son bilan opérationnel est très faible, seulement 154 sorties en 2 mois d'opération en Syrie en 2016. Cela fait 3 sorties par jour, soit 10 à 15 fois moins qu'un porte-avions moderne. Mais alors, quels sont les problèmes que le Kuznetsov a rencontrés? On peut les nommer en 4 catégories. Le premier, la propulsion. Même si la propulsion nucléaire a été envisagée, le chantier de Nikolaïev n'ayant pas les équipements nécessaires, des chaudières à mazout mal entretenues ont finalement été installées. Elles crachaient une traînée noire visible à des dizaines de kilomètres quand elles ne cessaient pas de fonctionner complètement, comme en 2012 dans le golfe de Gascogne, où le navire finit par rentrer à la remorque. À la suite de cet incident peu glorieux, le remorqueur accompagnait toujours le navire pendant ses missions. Le deuxième est un problème de mise au point. Les problèmes de brin d'arrêt ont entraîné la perte de 3 appareils pendant la campagne syrienne, dont 2 en 2016. L'ensemble du groupe aérien a donc dû être transféré à terre pendant les réparations. Il est intéressant de noter que pendant cette période, les avions ont été bien plus utiles, car décollant de piste à terre, ils pouvaient emporter bien plus de carburant et de munitions. Un argument aujourd'hui utilisé par les amiraux qui souhaitent dédier le budget prévu pour la rénovation du navire au profit de programmes plus utiles. Le troisième point est le manque d'entraînement. La banquise et le manque de lumière empêchent les entraînements réguliers du groupe aérien. Les pilotes qualifiés sont donc très peu nombreux. Il apparaît que l'un des avions perdus aurait pu être dérouté à terre si l'équipage avait eu un peu plus d'expérience dans les opérations aériennes, ce qui n'était malheureusement pas le cas. Pour maintenir les capacités des pilotes, certains rapports parlent d'un entraînement possible des pilotes russes en Chine, sur le Liaoying, le petit frère du Kuznetsov modernisé et mis en service par les Chinois. Le quatrième point est un groupe aérien qui est vieillissant, dont l'utilité est discutable. En effet, les Sukhoi 33 sont aujourd'hui en fin de vie et ne disposent de toute façon que de capacités RR limitées. Ils n'ont été produits qu'à une trentaine d'exemplaires. Leurs avioniques, peu performantes, a notamment joué des tours à ces pilotes lors de leur interception par des F-15 israéliens qu'ils étaient incapables de détecter. Les MiG-29K sont des appareils multirôles modernes financés par les commandes indiennes pour leurs porte-avions.
Cependant, les Russes n'en ont produit qu'une quinzaine, ce qui permet à peine de disposer de 10 avions opérationnels. Un petit nombre de Sukhoi 25 UTG ont également été produits comme avions d'entraînement. Sans capacité de ravitaillement en vol ni véritable appareil de veille radar, incapable de décoller sans catapulte, le groupe aérien n'est efficace que dans la bulle de détection limitée des navires de surface et des hélicoptères. Alors que va-t-il se passer à présent ? Depuis sa dernière croisière en 2016 et un incendie en 2019, le navire attend pour sa modernisation l'ouverture en 2022 d'un nouveau bassin. La Russie ne pouvant pas utiliser le chantier où il a été construit situé en Ukraine, ils ont acheté 2 docks flottants de 100 000 tonnes à la Suède au début des années 80, un pour la flotte du Pacifique et un pour la flotte du Nord. Mais ce dernier a malheureusement sombré en 2018. La suite de l'aventure des porte-avions en Russie va dépendre dans les années qui viennent des budgets disponibles. Malgré les nombreuses annonces de projets de futurs porte-avions, une modernisation très limitée du Kuznetsov va commencer en juin 2022 pour une remise en service fin 2023, soit 8 ans après sa dernière mission. Il s'agit probablement d'une remise à niveau symbolique pour une marine qui est condamnée à regarder son voisin chinois avec jalousie. En effet, la marine chinoise met en service cette année son premier vrai porte-avions en catapulte. Nouveau marine amiral de la flotte de surface, maintenant largement supérieur à la flotte russe. Il est ironique de voir que l'aéronavale chinoise du 21e siècle est l'héritière presque directe de la flotte soviétique des années 80. Les navires sont construits maintenant localement et permettent à la Chine d'inquiéter l'US Navy dans le Pacifique. La marine russe pourrait-elle demander à la Chine de l'aide pour moderniser sa flotte? Alors techniquement possible, politiquement difficilement acceptable. Et voilà les bergers, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager si c'est le cas et à mettre un gros pouce bleu. Surtout vous abonner, c'est très important parce que vous êtes de plus en plus nombreux à voir la chaîne, mais à ne pas vous abonner, et c'est regrettable. Et sur ce, je vous dis à ciao, bonsoir.